Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Alors au sommaire aujourd'hui, tout d'abord une image de la semaine assez cocasse. C'est Omar Sy qui joue une sorte d'Arsène Lupin contemporain qui se fait cambrioler son tournage de la série Netflix il y a un mois. Aujourd'hui, 7 jeunes sont mis en examen. On passera ensuite à notre premier sujet de la semaine qui est dédié au cabinet de conseil. McKinsey, Boston Consulting Group, Capgemini, l'État dépense plus d'1 milliard d'euros chaque année pour les conseils éclairés de ces cabinets. Entre silence médiatique et lien d'intérêt avec le pouvoir en place, on vous expliquera tout. Pour notre revue de presse, nous allons couvrir plusieurs événements, les militants nationaux qui sont agressés lors de leurs actions, un collège russe rebaptisé, un collège français portant le nom d'un russe rebaptisé, excusez-moi, le meurtre d'un ex-rugbyman argentin. Ne ratez rien de l'actualité de cette semaine avec notre revue de presse hebdomadaire. Et ensuite, notre deuxième sujet de la semaine, les sondages commandés par les médias. Faut-il s'y fier ou non? Marine Le Pen en second, Macron toujours en tête, Mélenchon en troisième. On va en discuter un petit peu, Jean-Yves, cette semaine. Immédiat, numéro 388, c'est parti. Notre image de la semaine, Jean-Yves, est cette petite coupure de presse qui m'a bien fait rire lorsque je l'ai aperçue pour la première fois. Alors, 7 jeunes ont été mis en examen pour le braquage du lieu de tournage de la série Netflix Lupin, ayant pour acteur principal Omar Sy, personnage intéressant donc, qui s'est exprimé de nombreuses fois contre les violences policières, etc. Et donc, on reconnaît bien là, finalement, la novlangue de l'AFP, les jeunes mis en examen, Jean-Yves. Ah, les jeunes. Des fois, on se demande si c'est une question d'âge ou une question d'origine ethnique. Je ne sais pas. C'est exact. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas vraiment un jeune. Ils sont taquins et sont turbulents. Oui, ils sont taquins. Je vous n'êtes pas si vraiment un jeune. Je ne sais pas si je suis aussi turbulent. Non, vous n'avez pas tous les critères pour être qualifié de jeune. Non. Bon. Alors, oui, c'est assez plaisant comme affaire. Enfin, c'est un pied de nez, quoi. C'est l'histoire du cambrioleur cambriolé. La fiction Lupin, c'est l'antiraciste Omar Sy, victime de racisé, c'est un peu la réalité qui dépasse la fiction. 300 000 euros quand même de vol au passage, hein, c'est pas rien. C'est énorme et c'est assez ironique, comme vous l'avez dit. Alors, tout de même, Omar Sy, on revient rapidement sur lui. Les violences policières sont l'affaire de tous, Omar Sy. Presque un an déjà, justice et vérité pour Adama Traoré et ses proches. C'est quand même, il s'est exprimé de nombreuses fois contre certains policiers qui étaient racistes, sur les violences policières en général. Il a fait des sorties contre Éric Zemmour, qui a été, selon lui, condamné. C'est un criminel qui ne devrait plus s'exprimer dans les médias, etc. C'est quand même assez drôle qu'il se fasse cambrioler par des jeunes, et on sait très bien ce que ça veut dire. Et là, il a été content sans doute que la police s'occupe de retrouver les coupables. Oui, mais je ne sais pas s'il a récupéré ces 300 000 euros de matériel. Enfin, ça ne lui appartient pas. C'est pas grave. C'est vrai, puis il a de l'argent de toute manière, mais bon. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine, l'affaire des cabinets de conseil révélée par la commission sénatoriale. C'est une affaire qui ne fait pas grand bruit. L'État français a versé 1,5 milliard d'euros de deniers publics à divers cabinets de conseil dans l'année 2020 afin d'obtenir leur lumière sur tous les grands sujets de la politique intérieure française. Mis à part quelques rapides apparitions sur les chaînes d'information et dans la presse, l'affaire est tue. On écoute quand même un petit résumé de BFM à ce sujet. Ces cabinets, ils interviennent à la demande de l'administration pour l'aider à régler des problématiques qu'elle n'arrive pas à résoudre, soit parce qu'elle n'a pas les compétences, soit parce qu'elle n'a pas les moyens pour le faire, soit parce qu'il y a une raison d'urgence. Alors là où l'urgence, ou les moyens techniques, vous allez voir, quand on relève la plupart des missions qui ont été confiées à des cabinets de conseil, ça va de la distribution des professions de foi électorale, comment améliorer la distribution, à la gestion des radars routiers, en passant par la préparation de la réforme de l'aide juridictionnelle ou l'optimisation de la logistique hospitalière. Bref, on voit bien, il y en a pour tout. Parce que Olivier Véran l'a dit pendant la crise Covid, ça permettait d'éclairer les choix du décideur public. Oui, mais alors, le décideur public, il est quand même là pour décider. Le recours au cabinet de conseil a pu devenir le réflexe d'un État qui donne parfois le sentiment qu'il ne sait plus faire. Ça, c'est ce que disent les sénateurs. Parce que c'est vrai, est-ce qu'on peut confier à des entreprises privées le soin de penser l'intérêt général? C'est ça qui pose problème. Penchons-nous d'un petit peu plus près sur cette commission sénatoriale et ses conclusions. Les cabinets de conseil sont toutefois intervenus sur la plupart des grandes réformes du quinquennat. La réforme de la formation professionnelle, la stratégie nationale de santé, la réforme de l'aide juridictionnelle, et cette liste n'est pas exhaustive. Les cabinets mettent à disposition de l'État
une force de frappe, c'est-à-dire des dizaines de consultants qui peuvent répondre aux urgences d'un ministre. Ils peuvent produire en quelques jours des PowerPoint de plusieurs centaines de pages en allant puiser dans leur succursale aux États-Unis, en Suisse ou ailleurs. Même le baromètre de l'action publique voulu par le gouvernement pour évaluer l'impact de cette réforme a été créé par un cabinet de conseil, Capgemini, pour plus de 3 millions d'euros. Cela fait cher, le baromètre. Nous avons également identifié une prestation de 4 millions d'euros de McKinsey pour mettre en œuvre la réforme des APL, cette même réforme qui réduisait les aides de 5 € par foyer. Le rapport du Sénat décrit un phénomène tentaculaire, parle de McKinsey et des cabinets de conseil comme omniprésents dans Santé publique France et dans les décisions relatives au Covid et aux grandes réformes du quinquennat Macron, d'un phénomène qui est extrêmement opaque et suspicieux. Qu'est-ce que c'est finalement les cabinets de conseil? Pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Et quelle est leur influence, Jean-Yves? Alors, je crois qu'il faut distinguer deux choses dans l'intervention des cabinets de conseil. Il y a d'abord les prestations, on va dire, informatiques, qui consistent à faire, en gros, ce que l'administration ne sait pas faire, ne peut pas faire. C'est-à-dire? Bon, par exemple, beaucoup de contrats de Capgemini, l'administration ne saurait pas les faire. De même, les radars routiers n'auraient pas pu fonctionner dans un cadre purement administratif. Mmh. Et donc, bon, si on fait ça, on a besoin des cabinets conseils. Si on a de l'informatique, on a besoin des cabinets conseils. C'est pas tout à fait neutre, parce que par exemple, dans l'exemple des radars routiers, l'objectif du cabinet conseil, du cabinet qui gère, qui n'est pas un cabinet simplement conseil, qui gère, il va être d'en mettre le maximum pour avoir le chiffre d'affaires le plus important. Et l'intérêt général, c'est pas forcément qu'il y en ait le maximum. Donc il y a un premier effet pervers, même pour des services que l'État ne pourrait pas rendre en interne. Et puis, il y a... on va dire entre guillemets, ce qui est quand même la partie noble de l'affaire, le conseil stratégique. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour adapter la France à la mondialisation? Car en fait, c'est ça la réalité. Alors, ils ont été introduits par rapport à cela. Ils ont été introduits par Sarkozy en 2007, avec ce qu'on a appelé la Revue générale des politiques publiques, qui a été continuée sous Hollande, avec la modernisation de l'administration publique. C'est déjà d'ailleurs M. Macron qui gérait cela comme secrétaire général adjoint de l'Élysée. Et puis, ça a encore pris une importance encore plus considérable, puisque les crédits ont été multipliés par plus de 2 sous Macron, et avec des responsabilités nouvelles, notamment... quand il s'est agi d'assurer la logistique pour l'affaire des vaccins. C'est un point sur lequel il faudra revenir, parce que là aussi, il y a une confusion des genres. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on leur reproche? Il y a le côté évasion fiscale, c'est-à-dire McKinsey n'a pas payé d'impôts sur les sociétés depuis plus de 10 ans en France. Il y a... la résurgence et le développement de ce phénomène et de leur influence sous Macron. Et puis, il y a également le côté, excusez-moi Jean-Yves, côté souveraineté nationale, décision stratégique, etc. C'est un cabinet américain qui prend les décisions de l'État français, quoi. Je pense que les cabinets conseils, ils servent, en dehors des prestations techniques, techniques, ils servent à adapter la France à la globalisation, à la mondialisation. C'est un élément de l'américanisation et de la globalisation, et d'un certain point de vue du démantèlement de l'État, puisque des fonctions régaliennes sont finalement transférées à des entreprises privées. On écoute tout de suite un extrait de l'audition sénatoriale au sujet de l'évasion fiscale de McKinsey. Le 18 janvier dernier, l'un de ses directeurs, ici même, a affirmé sous serment, je le cite, « Je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salaires sont dans une société de droit français qui paie ses impôts en France. » Fin de citation. On a donc vérifié, en procédant à une réquisition de documents à Bercy, comme le permettent les prérogatives de la commission d'enquête. Le constat est clair.
Le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans, alors que son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint 329 millions d'euros en 2020, dont environ 5% dans le secteur public. Ceci est le résultat d'un montage fiscal avec la maison mère de McKinsey, basée au Delaware, État des États-Unis bien connu comme paradis fiscal. Comment peut-on accepter un tel comportement d'un cabinet qui est intervenu sur des réflexions stratégiques pour notre pays, notamment lors de la crise sanitaire? Pour ce qui est du Sénat, nous ne l'acceptons pas et j'espère que cette position sera partagée par le gouvernement. Dans l'immédiat, comme l'a précisé le président Bazin, le procureur de la République va être saisi concernant les déclarations sous serment du directeur associé de McKinsey en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. Il reviendra au parquet de poursuivre les investigations. Oui, alors ce qui est le plus choquant, en fait, c'est le mensonge sous serment du représentant de McKinsey. Tadjedine, puisqu'il dit qu'il paye l'impôt sur la société en France et il ne le paye pas par un montage que beaucoup d'entreprises multinationales pratiquent, c'est-à-dire qu'on délocalise ce qui pourrait être des bénéfices sous forme de frais de structure, de frais de siège. En l'occurrence, dans l'État du Delaware, bonne pioche, c'est un petit État américain qui a peu d'habitants, plus d'entreprises que d'habitants. Mais les entreprises, en l'occurrence, sont souvent des boîtes aux lettres. Petit État américain qui a longtemps abrité l'argent de la mafia, et petit Américain qui a eu longtemps comme sénateur un certain Joe Biden. Voilà. Mais fermons la parenthèse. Avec quand même une structure fiscale et une imposition assez favorable aux entreprises. Il n'y a pas besoin d'aller aux Bahamas, le Delaware y pourvoit, ou au Luxembourg, le Delaware y pourvoit. Et alors finalement, ce qui est intéressant avec ce Tadjedine, c'est ses liens avec Emmanuel Macron, Jean-Yves. On a une série d'articles de Marianne. Le premier, si McKinsey est si puissant, c'est parce que Macron est l'idole des consultants. McKinsey, Accenture, Capgemini, les cabinets de conseil ont été omniprésents sous Macron. Alors tout ça, c'est un entretien avec les auteurs de Les Infiltrés, c'est un bouquin que je vous montre à l'écran, qui a été publié assez récemment et qui fait état justement de cette explosion du phénomène du cabinet de conseil sous Macron. Et c'est très révélateur. Alors, Karim Tadjedine siégeait avec Emmanuel Macron à la commission Attali. Il me semble que c'était dans les années 2007-2008. 2007-2008, oui. Il a été le co-auteur d'un livre, L'État en mode start-up, que Emmanuel Macron a préfacé. Il a appartenu au staff de la campagne d'Emmanuel Macron, prétendument sous des prétextes bénévoles. Il figurait mais en envoyant des mails depuis l'adresse de son entreprise. Exactement. Ce qui est une faute. Heureusement qu'il n'a pas fait ça pour Zemmour ou Marine Le Pen. Hein. Alors là, il était viré sur le champ. Ouais. Donc on voit bien quand même des liens d'intérêt, des petites amitiés peut-être un petit peu consanguines et malsaines. Et puis sans doute la même vision idéologique. Hein. Alors oui, il y a ça aussi. Dissoudre l'État français dans le vaste monde globalisé. Je crois que c'est quand même un élément fondamental. Alors c'est quand même très révélateur. Et peut-être que c'est finalement le même mindset, le même état d'esprit, celui de Macron et celui du monde du consulting, de la finance, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus, Jean-Yves ? En fait, faut bien comprendre quelque chose. C'est que ce monde-là, des grands cabinets conseils internationaux, a plutôt remplacé, comme ce qui est au sommet de la pyramide, la fonction publique traditionnelle. Et aujourd'hui, ceux qui sortent de Harvard, ils vont aller dans des cabinets conseils. Et en France, ceux qui sortent de Polytechnique ou des grandes écoles de commerce, ils vont aussi aller dans les cabinets conseils. Et donc, ils se retrouvent entre eux et, effectivement, ils peuvent intervenir dans la politique avec une idéologie globale. Ce n'est pas neutre. C'est une idéologie globale qui est celle du monde globalisé
et de la mise en cause quand même progressive des structures traditionnelles. Alors, si on se penche un petit peu sur tous les liens d'intérêt qui pourraient intéresser ou concerner l'État français, on a par exemple le fait que Victor Fabius, fils de Laurent Fabius, travaille pour McKinsey. Il en est un directeur associé de McKinsey France. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on nous dit que McKinsey a conçu la politique vaccinale et la politique sanitaire pendant le Covid pour la France et pour d'autres pays comme l'Australie, etc. Et c'est le papa Fabius, Laurent Fabius, qui valide ensuite ses décisions au Conseil constitutionnel. C'est très étonnant. Et alors, vous avez beau chercher sur Internet la page Wikipédia de Victor Fabius, elle a existé, il y en a encore des sources d'archives, mais elle n'existe plus, elle n'est plus accessible. Voilà. Bon, coïncidence. Il y a également l'histoire, si vous voulez, des liens d'intérêt entre McKinsey et les laboratoires pharmaceutiques. C'est un triangle, tout ça. Il y a McKinsey et l'État français et McKinsey et les labos. C'est très intéressant. Amir Malik, le nouveau vice-président exécutif, c'est-à-dire qui a été embauché en 2021, de Pfizer. Il travaillait chez McKinsey depuis 1997. Donc, il fait le transfuge vers Pfizer. Thierry Lambert, délégué interministériel en France. Son fils a fait un stage cet été chez McKinsey et a été embauché dès le mois de septembre. Lui aussi avait finalement passé des commandes auprès du cabinet McKinsey, un échange de faveurs. C'est un bon père. Voilà. C'est une gestion de bon père de famille à la fois de l'État oui, c'est un et puis bon de sa père de propre famille. Alors je ne sais pas s'il gère les crédits de l'État en bon père de famille, mais en tout cas c'est un bon père de famille, vous n'avez pas à le charger. Son fils est soudainement propulsé, quelle coïncidence. Et papa Fabius aussi est un bon père de famille, puisque le garçon avait un peu mal tourné, là il est remis sur les rails, et tout ça ce sont des bons pères de famille, je vous trouve incroyablement critique. C'est une belle illustration d'ailleurs de l'écart générationnel, c'est-à-dire qu'il y a la vieille garde qui est dans les couloirs du pouvoir institutionnel français, et puis la nouvelle génération qui, elle, fait des brillantes... Vous ne savez pas à quel point votre propos est pertinent, Jules. Alors, je continue ma modeste listing, que je dois à Duval Philippe, d'ailleurs, qu'il en soit remercié sur Twitter. Stephen Hodge, président de Moderna, qui a été partenaire pendant 2 ans, entre 2010 et 2012, à McKinsey. Yann E.L. Davis, patriarche de McKinsey, qui a passé 31 années, qui était directeur général à la fin, devenu directeur non exécutif de Johnson & Johnson. Bernard Arnault, par exemple, qui a des liens quand même avoués d'amitié avec Emmanuel Macron. Ses 3 enfants, Alexandre, Delphine et Frédéric, sont passés en stagiaire chez McKinsey. Et Delphine est à la tête d'un groupe de presse. Le Parisien, par exemple. Le Parisien. Tiens, qui a fait campagne pour le vaccin. Non, ils sont vraiment anti-Macron, anti-vaccin, etc. Anti-vaccin non, voilà, bon. Macron et Pécresse, pour mener la communication autour de leur campagne, ont tous les deux choisi des anciens collaborateurs de McKinsey, à savoir Paul Midi pour Macron et Alexandra Dublanche pour Valérie Pécresse. Et j'en finis avec Shrisha Rao, qui est désormais le commercial en chef, finalement, de la vente de vaccins de Pfizer, et qui a travaillé pendant à peu près 10 ans à McKinsey en tant que partenaire associé. Ça fait beaucoup de liens d'intérêt, ça fait beaucoup de... On pourrait en faire tout un organigramme, Jean-Yves. Oui, alors, il y a une chose qui est intéressante sur l'affaire de McKinsey et de la stratégie vaccinale. Ils ont été en charge de 2 choses. La logistique, et objectivement, la logistique a bien fonctionné. C'est-à-dire que on pouvait se faire vacciner, ceux qui voulaient se faire vacciner, ou qui étaient d'ailleurs obligés de se faire vacciner, ils le pouvaient. Donc on peut dire que la logistique a fonctionné. Bon, là où il faut faire preuve d'un minimum de recul par rapport à ce succès logistique, c'est que, comme en même temps, il conseillait le gouvernement sur, on va dire, la communication, et pour employer des mots qui seraient peut-être un peu plus justes, la propagande. Il pouvait, en fonction de l'approvisionnement et des stocks, pousser ou freiner à la vaccination par
des mesures stratégiques consistant à annoncer qu'il fallait vacciner telle ou telle tranche de population. Donc, si vous voulez, ils ont d'autant mieux réussi la logistique. 2 mois Ils ont d'autant mieux réussi la logistique qu'ils maniaient derrière l'aspect réglementaire ou obligatoire. Le masque, pas le masque, le confinement, pas le confinement, il y a un ensemble global. C'est d'ailleurs un problème, il y a 2 problèmes derrière ça. Il y a le problème du rôle que jouent ces cabinets, qui est un rôle souvent de communication, et qui consiste pas seulement... Et c'est là qu'ils font des choses que les administrations ne pourraient pas faire. Parce que les administrations, elles sont tenues à une certaine neutralité. Les inspections générales sont tenues à une certaine neutralité. Les cabinets conseils, ils ne se gênent pas pour fournir des éléments de langage et de participer à la propagande du gouvernement. Typiquement, le grand débat a été organisé par McKinsey aussi, qui était un faux débat, bien sûr, voilà, et qui est une action de propagande du gouvernement. Et puis, il y a les liens, effectivement, que vous avez soulignés à juste titre, les liens quand même extrêmement nombreux entre McKinsey et la pharmacie. On est quand même là pour parler médias. Le gouvernement va-t-il confier à McKinsey la gestion de crise de l'affaire McKinsey ? Il est ahurissant que cette affaire ne fasse pas la une de tous les médias quand on se rappelle la couverture des costumes Fillon. Samuel Lafont, engagé pour le Z, dit « Encore une affaire centrale pour l'élection présidentielle qui débute sur Twitter, suivie timidement et tardivement par les médias, ce qui est objectivement le cas. » C'est suivi mezza voce par les médias. Y compris, alors je vous donne un exemple, le Canard enchaîné qui a fait plusieurs unes, page complète, sur les 2-3 costards de Fillon, qui sont quand même une affaire dérisoire. Et même sur l'emploi fictif de Pénélope aussi, qui était un petit peu moins dérisoire. L'emploi de Pénélope comme 800 000 assistant euros, parlementaire, ce qui était fait par tout le monde. Bon, alors là, ils en ont fait. Oui, mais c'est pas très grave, parce que Pénélope, elle travaille ou pas. Ça met pas en cause la structure de l'État, voilà. Tandis que le fait de confier la propagande d'État à des entreprises privées, c'est quand même autre chose. Et vous regardez le Canard enchaîné d'aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il ne parle pas de McKinsey, non, ça c'est sûr. Mais c'est pas en page 1, c'est pas en page 2. Alors, on arrive quand même à trouver un articulet en page 4, voilà, tout petit et mal placé. Ça, c'est très... C'est révélateur. On en parle dans les médias, mais très révélateur. C'est présenté comme une sorte de banalité. Voilà. Ça fait pas le scandale que ça devrait, peut-être. Manifestement, le Canard enchaîné n'a pas été chargé de dézinguer Macron. Oui, étonnant, vous me direz. Je vous propose d'en finir avec ce sujet on pourrait en parler pendant des heures, mais nous n'avons pas tout le temps du monde. Alors, on passe à notre revue de presse hebdomadaire. Pour débuter cette revue de presse, je vous propose un petit apéritif. L'idéologie woke et la russophobie primaire, ça forme un cocktail explosif dont on se délecte, Jean-Yves. Puisque des syndicats d'étudiants d'Esnay, dans le 85, souhaitent renommer un collège portant le nom d'Alexandre Solzhenitsyn, donc un écrivain dissident soviétique. Le plus grand dissident soviétique. Le plus grand écrivain... L'archipel du plus Goulag, grand écrivain etc. russe du XXe siècle et le plus grand dissident soviétique. Excusez du peu. Mais écoutez, moi je parle sous votre contrôle, très bien. Donc ce syndicat d'enseignants voulait débaptiser ce collège d'Esnay et le nommer au profit de celui d'un poète ukrainien. Ça montre peut-être la bêtise que prend la tournure des sanctions contre la Russie. Oui, alors il faut dire, je serais tenté de dire à la décharge de ces enseignants, qui doivent être des enseignants bien militants, bien de gauche, que Solzhenitsyn a été un double dissident. Il a été un dissident de l'Union soviétique, à l'époque d'ailleurs où les enseignants de gauche défendaient l'Union soviétique, et il est ensuite devenu un dissident de l'Occident, à l'époque où les enseignants de gauche défendaient les valeurs du progressisme occidental. Donc vous voyez, il est forcément mal vu des enseignants de gauche. Il a fauté sur tous les tableaux. Il n'a jamais été du bon côté pour eux. Il a fauté doublement, mais sa plus grande faute, c'est quand même d'avoir été russe au final. Et en plus, il a été russe, très russe, très russe. Alors, j'en conclus avec ce petit sujet, avec l'université de Floride,
qui renomme une salle de cours qui s'appelait Karl Marx jusqu'à présent. Ah mais il n'est pas russe, Karl Marx. Ben oui, mais c'est ce qu'il semble penser quand même. Oui. Dans le contexte de la guerre ukrainienne, il ne faut plus qu'on appelle cette salle Karl Marx. Alors, on peut se demander pourquoi la salle s'appelait Karl Marx pour commencer, mais c'est peut-être une mauvaise raison pour enlever le nom, vous ne croyez pas ? Enfin, il n'y a pas de mauvaise raison pour changer le nom quand il s'agit de faire avancer l'idéologie progressiste. Alors, nous avons vu se produire cette semaine une quantité d'agressions de militants du camp national, c'est un sujet on ne peut plus sérieux, en marge de meetings ou pendant des actions d'agit-prop comme décollage d'affiches ou des tractages. Et cette épidémie-là, Jean-Yves, n'a pas fait la une, c'est le cas de le dire. On écoute tout de suite la réaction de Mathieu Boccoté sur le plateau de CNews. Deuxième élément, alors là, on laisse de côté l'essence, mais la violence est verbale, mais bien réelle, d'autant que la vidéo, elle, a circulé sur les réseaux sociaux. Stanislas Rigaud, qu'on connaît pour être le président de Génération Z, une des figures centrales du zémorisme médiatique, au sortir d'un meeting, se fait agresser par des individus tout à fait subtils qui lui disent, alors je cite les propos qu'on lui lance au sortir du meeting. « Va niquer ta mère, la pute, sale pute, casse-toi d'ici ». Et là, va s'y faire un individu, donc c'est relayé ça dans le Figaro. On l'a vu, c'est une vidéo aussi de valeur actuelle. Agression très vive. Rigaud réussit à garder son calme, ce qui ne va pas nécessairement de soi dans les circonstances. Il comprend néanmoins que s'il décidait de riposter, ce serait lui le violent. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire, on l'insulte, on l'agresse, mais s'il décide de riposter, on va dire « Ah, encore une fois, altercation de militants pro-Zemmour et anti-Zemmour ». Donc, on est toujours dans cette espèce de logique de déséquilibre entre l'agresseur et l'agressé. Selon que vous soyez de telle étiquette politique ou une autre, certaines agressions seront permises et certaines défenses ne le seront pas. Quoi qu'il en soit, il valait la peine de le mentionner, ce sont des agressions verbales qui sont pas négligeables. Écoutez, c'est très simple. Si vous êtes dans le camp des méchants, on a le droit de vous agresser, on n'en parlera pas. Si vous êtes dans le camp des gentils, le moindre incident sera monté en épingle. On se souvient, un tag sur une permanence, La République en marche, et tous les médias en parlaient. Une agression d'un dirigeant, parce que Stanislas Rigaud est un dirigeant du mouvement, à la tête d'un mouvement de jeunes, du plus puissant mouvement politique de jeunes en France actuellement. Ça n'est pas un sujet. Silence radio. Et il ne peut pas réagir, parce que s'il réagit, effectivement, alors là, ça va être un scandale, quoi. La défense n'est pas permise. La défense n'est pas permise. Et alors, c'est pas la seule agression qui s'est produite cette semaine, Jean-Yves. On a également plusieurs agressions de militants du Rassemblement national pendant des collages et des tractages. Et également une autre agression en marge du meeting du Z à Metz d'un couple. Je vous laisse regarder les images. On va violer ta mère, fils de pute, on va la violer. Arrête de jouer le bonhomme, prends ta meuf et dégage. Arrêtez. Allez, cours. Alors là, je crois qu'on a un peu un combo, parce que cette scène se passe à proximité immédiate du meeting de Metz, entre le lieu du meeting et la gare et le parking. Donc un lieu qui aurait dû être sécurisé par la police, et qui ne l'est pas. Pourquoi elle ne l'est pas ? Parce qu'il est évident que les préfets comprennent bien que s'il y a des incidents à l'occasion d'un meeting de Zemmour, c'est très bon pour le patron Macron. Et donc, il laisse faire. Et de surcroît, les agressions ne seront pas couvertes par les médias. Et si les gens agressés réagissent, ça permettra d'expliquer qu'il y a une violence qui vient de l'extrême droite. Donc on a un mélange où on a les préfets qui servent le pouvoir, les antifas qui relaient le pouvoir et les médias qui assurent la bonne promotion ou l'absence de promotion de tout ça.
Mais en tout cas, des promotions, il y en a sur d'autres sujets, Jean-Yves, cette semaine. Loïc Le Priol, ancien membre du groupe Union Défense, a été arrêté en Hongrie, à la frontière ukrainienne. Il est soupçonné d'avoir abattu Federico Martin Aramburu, un ex-rugbyman argentin à la sortie d'une boîte de nuit à Paris. Je vous lis les titres qui sont très éloquents. Meurtre d'Aramburu, la police recherche 3 individus d'extrême droite. Qui est le meurtrier présumé de l'ex-rugbyman ? Avec sa photo de Loïc en une. Des tonnes et des tonnes d'articles sur Google Actualité qui mentionnent le nom et le prénom du tueur présumé, du moins soupçonné, sa photo, enfin diverses photos, en costume, à la plage, place Vendôme, etc. On dirait quand même que les background checks, les vérifications d'identité de l'AFP sont assez sélectives. Voilà, alors là, l'AFP fournit le combo complet, c'est-à-dire la photo, le nom. On peut comprendre, même s'il faut garder le principe de la présomption d'innocence, on peut comprendre qu'ils font ça, mais pourquoi ne le font-ils pas dans d'autres cas ? C'est-à-dire que l'immense majorité des meurtres qui sont commis ne sont pas commis par des gens de ce profil. Mais là, on médiatise, on surmédiatise, alors que dans d'autres cas, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'antécédent, rien, voilà. C'est ça qui est très choquant dans la démarche. C'est pas tant qu'ils donnent l'info là, c'est qu'ils ne la donnent pas dans les autres cas. Et puis cette affaire Le Priol, on n'a pas fini d'en entendre parler, parce que si Marine Le Pen se retrouvait au 2e tour, ça servirait probablement d'arrière-plan à la campagne par des jeux d'amalgame entre Le Priol, des amis de Le Priol, et enfin bref. Il y aura de l'amalgame, c'est de la réserve de 2e tour, si j'ose dire. Pour un acte qui, s'il a été commis par cette personne, est évidemment tout ce qu'il y a de plus condamnable et aberrant. Alors, un phénomène intéressant se développe médiatiquement pendant cette fin de campagne de premier tour. Le président sortant refuse visiblement le débat et prépare méticuleusement toutes ses apparitions télévisuelles. Alors, les émissions électorales sont décommandées et c'est un média qui décide de reprendre la main dans une forme de débat, débat un petit peu spectacle. C'est Valeurs Actuelles avec le grand débat des valeurs. On écoute un résumé d'Europe 1. Et même la majorité présidentielle était représentée à l'occasion d'un débat organisé par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, soirée pleine de contrastes. Éric Ciotti, lui aussi secoué par la salle quand il désavoue notamment le candidat Reconquête sur son projet de ministère de la remigration. Finalement, le seul que le public est venu réellement applaudir, c'est Éric Zemmour. Merci à vous tous. Alors, le problème de cette campagne électorale, c'est l'absence de débat, ou la rareté des débats dans les grandes chaînes de télévision, avec un comportement particulièrement pervers du candidat sortant, M. Macron, qui a d'abord tardé à se présenter, et qui maintenant joue des règles de l'Arcom et des règles du Conseil constitutionnel sur l'équité du temps de parole en ce moment et l'égalité dans les 15 derniers jours. Et la technique est très simple. Ça consiste, pour lui, à refuser de débattre. 2, et très souvent, à dissuader des gens de parler en son nom. Dans quel but ? Pour diminuer son propre temps de parole, dont il n'a pas besoin pour 2 raisons. D'abord parce qu'il a tout le temps de parole comme président de la République, qu'il est le favori. Et en diminuant son temps de parole, il diminue l'accès aux médias des autres. C'est donc une opération de manipulation électorale et qui va quand même poser un problème de sincérité pour le scrutin, puisque lui, qui a été pendant 5 ans à la tête de l'État, n'a absolument à aucun moment rendu compte de son bilan. Vous savez que dans n'importe quelle association, lors de l'Assemblée générale,
On revient. Le président fait un rapport moral pour faire le bilan de son activité. Eh bien, M. Macron s'en dispense. Et en plus, il manœuvre pour que ses concurrents aient le moins d'accès possible, le moins de temps d'accès possible aux médias. Et sur le grand débat là, de Valeurs Actuelles, c'est quand même un phénomène intéressant. C'est un journal qui organise un débat spectacle avec un humoriste en entrée, donc Gaspard Proust, un membre du gouvernement, Marlène Schiappa, des membres de la droite. On a Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marion Maréchal, etc. Phénomène quand même intéressant. Puis ce mélange du divertissement et du débat, c'est un petit peu un spectacle. On vient voir du clash, etc. Ça, une nouvelle forme de débat présidentiel. Alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est que les vrais humoristes, c'est-à-dire ceux qui rameutent des spectateurs quand ils font des spectacles, ils sont maintenant clairement à droite, on va dire. Ça peut être le cas de Blanche Gardin, c'est le cas de Proust. Il n'y a que les humoristes de France Inter qui sont à gauche, mais ils ne font plus rire grand monde. Ils ont du mal à rassembler des salles. Alors, un mot peut-être sur le ministère de la Remigration qui a annoncé Zemmour s'il devenait président. Ça concernerait uniquement apparemment les criminels et les délinquants. C'est un terme... Est-ce que vous pouvez revenir et les clandestins. Et les clandestins. Et les clandestins. Alors c'est assez d'ailleurs curieux... Mais qu'est-ce que c'est la remigration ? Là, il s'agirait de créer un ministère de la xénophobie, en quelque sorte, dont l'objectif serait de faire du chiffre en renvoyant des gens dans le Maghreb, puisque en fait, c'est sous-entendu. Donc, il est tout à fait légitime de renvoyer des délinquants ou des fichiers pour terrorisme, mais ça, c'est déjà... Il y a un arsenal juridique, normalement. Donc, ça veut dire qu'il y a un quota où il faudrait renvoyer des gens qui n'ont pas fait de délit, qui sont peut-être bien intégrés dans notre pays depuis des années, et il s'agit de les foutre dehors. La remigration, c'est l'inversion des flux migratoires. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme on a eu sous Macron, 2 millions d'entrées, 2 millions d'entrées, on veut avoir, c'est le projet de Zemmour, 1 million de sorties. 1 million de sorties, comment ? Eh bien, en excluant, en expulsant les délinquants et les clandestins qui sont chiffrés à 1 400 000 ou 1 600 000 dans les études d'entrée Bozokov et à 900 000, on va retenir ce chiffre, chez Stefanini, l'ancien directeur général précisément de l'immigration au ministère de l'Intérieur et l'actuel directeur de campagne de Madame Pécresse. Donc il y a tout un fantasme autour de ce terme de remigration, alors que jusqu'ici il paraissait normal de vouloir que les clandestins repartent, qui paraît tout de même un petit peu élémentaire. Voilà. Mais il y a beaucoup de diabolisation autour de ce terme, alors que la définition qu'en a donnée Éric Zemmour, c'est précisément celle-là, les délinquants, les fichiers S et étrangers, les délinquants étrangers et les clandestins. Voilà. En attendant, Jean-Yves, nous, on va passer à notre deuxième sujet de la semaine. Les sondages sont-ils des prophéties autoréalisatrices ? Faut-il s'y fier ou non ? Alors, plusieurs sondages ont paru dans les journées d'avant-hier et d'hier, Jean-Yves, donc mardi et mercredi cette semaine. Un premier, commandé par BFM, Macron à 28%, enfin à 28 points plutôt, Marine à 20 points, Jean-Luc Mélenchon 14 points, Pécresse 11, Éric Zemmour 9. Un autre relayé par TF1 du moins, Macron à 28, Marine Le Pen à 20, Mélenchon à 14, Zemmour à 12. Alors, on voit une stabilité des points à travers les sondages des différents candidats, sauf d'Éric Zemmour, qui lui paraît être la variable inconnue. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces sondages ? Est-ce qu'il faut s'y fier ? Alors, vous avez voulu traiter ce sujet. Qu'avez-vous à dire là-dessus ? Les sondages, c'est à la fois des instruments de mesure incertains et des instruments d'influence. Puisque, effectivement, ils donnent le climat général que la presse utilise et ils contribuent au plus ou moins grand accès aux médias, notamment en période d'équité. Ils sont pris en compte. En période d'égalité, tout le monde a le même accès.
Donc, ce sont des éléments incontestablement d'influence. Alors, les sondeurs reconnaissent, tous les sondeurs reconnaissent que le phénomène Zemmour est difficile à apprécier pour une raison très simple, c'est qu'il n'était pas candidat les fois d'avant. Donc, comment on fait pour mesurer Bon, ça, c'est un truc. Il faut voir que les sondages se sont quand même trompés très souvent, hein, y compris à une semaine ou 15 jours de l'élection. Là, on est encore à pratiquement 3 semaines. Alors, je vais vous citer une série d'erreurs de sondages. En 2016, on nous annonçait Clinton aux États-Unis, tous les sondeurs. Et dans les derniers jours, hein, pas... 95%. 3 mois avant, je vous dis pas. Mais dans les derniers jours, on nous annonçait Clinton. Une victoire écrasante. Bon, en France, si vous regardez les élections présidentielles successives, en 2002, on nous annonçait Chirac, Jospin, et Le Pen a éliminé Jospin. De très peu. En étant parti de très peu, parce que, en étant parti de très bas. Un mois avant, Le Pen était à 8%. Oui. Et il a fini à 17%. Bon, en 2007, les sondages n'avaient pas vu le très gros score de Sarko au premier tour et la chute de Le Pen. Sous-évalué en 2002, surévalué, Le Pen, Jean-Marie en l'occurrence, surévalué en 2007. En 2012, c'est Mélenchon qui a été surévalué. Voilà. 17 points donnés, il en a fait 11,5. Voilà, gros écart au profit de Mélenchon en 2012. Oui. Et puis, en 2017, c'est le vote de Le Pen, Marine cette fois, qui est fortement surévalué de 5 points au premier tour, 5-7 points au premier tour, 8 points au deuxième tour. On peut même parler... pour le Rassemblement national, d'un phénomène de vote gonflé au présidentiel de 2017, aux législatives de 2017. Vote gonflé, j'entends gros écart, 7, 8, 9 points entre l'annonce et l'annonce dans les sondages et le résultat, y compris dans les sondages tardifs. Et puis, bien sûr, aussi au régional de 2021. Alors, pourquoi il y a ce phénomène? Parce que les sondeurs... Oui, mais après, vous dites quand même que les sondages sont un art incertain, mais on ne compte pas les fois où tous les sondages ont été justes. Et puis, ils arrivent quand même à dépeindre, excusez-moi, mais en 2007, au final, ils ont donné les 2 candidats gagnants, les deux favoris, et puis ils ont réussi à donner le gagnant. Ça a été la même chose en 2012, puis après en 2017. Alors, il y a peut-être des petits écarts sur les partis un petit peu à la marge, Mélenchon, Marine Le Pen, Zemmour, etc. Mais tout de même, on peut dire que les sondages, ils ont raison. Alors, d'abord, il faut voir 2 choses. Le sondage qui est publié dans les derniers jours se rapproche en général de la réalité. Mais le sondage qui est publié 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant est souvent très éloigné de la réalité. Bon, les sondeurs ont d'ailleurs une explication. Ils disent les électeurs se déterminent au dernier moment, ce qui est peut-être vrai. Une grosse partie. L'autre chose que les sondeurs ont beaucoup de mal à mesurer, en fait, ils ont beaucoup de mal à mesurer ce qu'on appelle le vote caché. Les gens qui ne disent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, notamment quand ils ont changé par rapport aux fois précédentes. Voilà. Et évidemment, s'il s'agit d'un candidat nouveau... s'ils votent pour lui, c'est qu'ils ont changé par rapport aux fois précédentes. Et puis, ils mesurent mal l'abstention différentielle. Il est évident qu'en fonction du niveau d'abstention, dont on peut présumer que pour les prochaines élections présidentielles, il sera relativement élevé, quand on voit les audiences aux différentes émissions. La campagne ne suscite... il n'y a pas beaucoup d'émissions aussi. Mais... La campagne est quand même un peu passée sous le boisseau. On peut penser qu'il y aura une abstention élevée. Et par conséquent, c'est extrêmement difficile pour les sondeurs de mesurer, surtout à 2 semaines ou 3 semaines, le résultat de l'élection. Voilà. Bon.
Oui. Maintenant, ça fait partie du panorama général. Ce qui est un phénomène aussi qu'il faut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de sondages, pour une raison qui explique très bien d'ailleurs les sondeurs dans un article de la revue Front Populaire. Les chaînes en continu sont extrêmement friandes de sondages, parce que ça permet de parler. Ça donne le côté instantané. Ça donne le côté instantané. Alors, si vous voulez, il y a un truc, bon, il y a ce qu'on appelle les Rolling, qui publient tous les jours un résultat, et qui font le titre sur plus 1,5 ou moins 1,5 sur un candidat ou une candidate, ce qui est évidemment marginal, dérisoire, puisque les espaces de confiance statistique, c'est généralement entre 2,5 et 3%. Et donc, on va dire, ah bah tiens, il a pris 1,5%. Ça, c'est... Mais c'est parce qu'il faut en parler tous les jours. Ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Mais avec ce sujet, finalement, vous faites un peu de la... Comment dire ? Un vœu pieux pour la candidature d'Éric Zemmour. Oh bah écoutez, vous avez le droit de dire ça. J'ai rappelé un certain nombre de faits. Vous avez tout à fait le droit de dire ça, et je crois que c'est bien de le dire, parce que j'ai été assez transparent avec nos auditeurs, dans la mesure où j'ai aussi un engagement électoral. Ils ont le droit tout à fait de le connaître et de réinterpréter mes propos s'ils le veulent. Voilà. Bon, bah en tout cas, si vous avez un avis divergent de celui de Jean-Yves, ou si vous êtes d'accord avec lui, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Et à argumenter aimablement. Voilà, aimablement, en passant les insultes et autres. Jean-Yves, est-ce que vous avez un coup de chapeau cette semaine pour conclure cette émission ? Oui, alors j'ai un coup de chapeau pour Michel Onfray, l'homme aux lunettes, qui a publié un numéro de sa revue, Front Populaire. C'est une très belle revue. C'est pas la première fois qu'on en parle. Ils ont fait un très bon numéro sur l'immigration il y a quelques mois. Et c'est tout à fait dans notre sujet, puisque le titre, c'est « Propagande », avec un S, formation de la désinformation, numérique, journalisme, politiquement correct. C'est tout à fait dans le thème d'immédiat. Alors je lis médias, sondages... Fake news, service public. Publicité, tout ça est tout à fait intéressant, avec honnêtement, beaucoup de bons auteurs. Certains que nous connaissons bien. On a parlé ici notamment de Madame Henriot-Creux. Enfin, beaucoup de bons auteurs. Vraiment, je recommande la lecture de ce journal, de cette revue. C'est pas un journal, c'est une revue. Si vous voulez approfondir les thèmes d'immédiat, n'hésitez pas à foncer sur la revue Front Populaire, et également pour les infiltrés, Jean-Yves, le livre sur McKinsey, etc. Et le livre sur McKinsey. Si vous voulez mieux comprendre les rouages de ce phénomène. En tout cas, merci d'avoir regardé cette émission jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, mais avant cela, il faut aimer, commenter et partager cette vidéo comme d'habitude. Merci à tous, à la semaine prochaine.